écoutez Europe 1, il est 8h20. C'est l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, désormais candidat à la primaire. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin François Fillon. Messieurs, c'est à vous. Ça colle d'avoir été le Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy, on y parlera tout à l'heure. Bienvenue François Fillon, bonjour. Bonjour. On est en train de s'émerveiller parce que pour la première fois, un Premier ministre de gauche, en l'occurrence Manuel Valls, c'est au club des riches de Davos. Je ne sais pas si ça vous choque, mais en tout cas c'est peut-être une conversion utile et efficace. Moi, ça ne me choque pas que le Premier ministre aille écouter tous les acteurs de l'économie mondiale, à condition qu'il les écoute, à condition qu'il entende ce qu'ils ont à leur dire, à condition qu'il n'aille pas simplement se montrer à Davos, à condition qu'il tienne compte des évolutions de l'économie mondiale pour réformer l'économie française, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il ne fait dans son discours en permanence, mais ce qui ne se traduit jamais dans les actes, comme on vient encore de le voir avec les annonces du président de la République sur le plan d'urgence sur l'emploi, qui est désespérément vide et qui est la répétition de toutes les vieilles recettes qui n'ont jamais marché. Même les vôtres. Même les nôtres, hein, bien sûr, bien sûr. Le Premier ministre, ce matin, va insister à Davos sur Francis Bach, le retour de la France, la nécessaire transparence des marchés financiers. Vous savez ce que c'est? C'est exactement ce que vous disiez. J'ai relu les textes. En janvier 2008 à Davos. Est-ce que ça veut dire que l'histoire effectivement allé une fois à Davos, Jean-Pierre Jean-Pierre Elkabbach, c'était en pleine crise financière. Et personne ne peut contester qu'à l'époque, la France jouait un rôle de leader dans la solution de la crise financière. C'est la France, avec la Grande-Bretagne, qui a montré le chemin. C'est elle qui a montré comment sécuriser les dépôts bancaires, qui a sauvé le système financier européen. Et à l'époque, c'est de ça que j'étais allé parler à Davos. Et puis on était en 2008, au moment où s'ouvrait un quinquennat, avec des ambitions de réforme qui étaient très élevées, que je suis allé défendre. Je reconnais, et c'est d'ailleurs toute l'analyse que je fais, et qui justifie ma candidature à l'élection présidentielle, que cet élan réformiste a été brisé d'abord par la crise financière, puis ensuite par une forme de routine que je veux combattre. Il ne fallait pas perdre. Mais là, c'est pas mal. Ils sont deux même, enfin même plus avec Laurent Fabius. J'ai même vu que Davos. j'ai même vu que la ministre de la Santé était à Davos aussi. Donc tout le gouvernement est à Davos. C'est effectivement une conversion, mais c'est une conversion tardive et c'est une conversion qui est suspecte. Davos est à la mode. L'Europe est moins. Est-ce que je peux dire qu'on est un peu surpris qu'on n'entende pas parler du fait que l'Allemagne est en crise, que la chancelière Merkel isolée, démystifiée ou à cause des migrants, l'Allemagne plus la Scandinavie, plus la Pologne, plus la Hongrie sont en train de virer au populisme et à la xénophobie. Qu'est-ce qu'on fait avec une Europe qui est en train de se déglinguer, des dirigeants, si on permet, médiocres, pour pas dire nuls, et en tout cas dépassés? Vous avez parfaitement raison, parce que là, vous mettez le doigt sur un des problèmes, sans doute le problème le plus grave auquel on est confronté aujourd'hui, et qui, moi, me met en colère. C'est la passivité avec laquelle on assiste au délitement européen. L'Europe se couche devant les États-Unis sur le traité transatlantique. L'Europe est incapable d'avoir une politique de réfugiés, les frontières se referment les unes après les autres, l'Europe laisse partir les Britanniques sans même faire le moindre effort pour les conserver, accepte la situation inqualifiable de la Pologne. Attendez, je finis. Et cerise sur le gâteau, l'Europe vient d'enclencher toute seule une négociation avec la Chine pour reconnaître l'économie chinoise comme une économie de marché, ce qui serait dramatique pour l'économie européenne, et ce que les Américains ont refusé. Au moment où on n'a jamais eu autant besoin de l'Europe, parce qu'il y a la compétition économique avec l'Asie, parce qu'il y a la montée surtout des périls au sud de l'Europe, sur la rive sud de la Méditerranée, l'Europe se défait et personne ne dit rien, personne ne fait rien, et surtout pas la France. Est-ce que la solution, c'est la nation française ou c'est l'Europe? La solution, pour moi, c'est un nouveau projet européen. Il faut être beaucoup plus offensif. C'est la nation française, bien sûr. C'est une nation française forte qui conduit un nouveau projet européen qui doit être resserré autour de quelques stratégies essentielles. On a besoin d'une monnaie pour s'opposer au dollar. On a besoin d'une politique de l'énergie pour pas être totalement dépendant de la Russie. On a besoin d'une politique des frontières et d'une politique d'immigration. On a besoin d'une politique de défense parce qu'on n'a jamais été aussi menacé, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on a besoin d'une grande stratégie en matière numérique et en matière d'innovation. Voilà, que l'Europe s'occupe de ça et qu'elle laisse le reste aux États. C'est le coup de colère de François Fillon. Mais j'espère que ce coup de colère sera suivi d'initiatives françaises, parce que vous l'avez souligné, Jean-Pierre Elkabbach, la chancelière allemande est affaiblie, l'Allemagne est en crise notamment à cause de la politique qu'elle a conduite s'agissant des réfugiés. Ça veut dire que le seul endroit d'où peut venir
un espoir de réforme du système européen, c'est la France. Mais pour ça, il faudrait que la présidente de la République se bouge et qu'il fasse autre chose que les discours de sous-ministre du Travail qu'il a fait au Conseil économique et social cette semaine. C'est dommage que pour les primaires et à l'Élysée, vous soyez presque plus dans la bataille. Vous répétez... Ça, c'est vous qui le dites. Franchement, attendez, vous répétez que si vous répétez que si vous êtes battu, vous quittez la politique. Vous êtes donc le premier à envisager votre défaite comme si vous n'y croyez plus, que vous n'en avez plus envie. Quand on rentre dans une compétition, et si on n'est pas prétentieux, on imagine tous les scénarios. Mais ce que je voulais dire, et je le répète devant vous aujourd'hui, c'est que moi je suis un candidat libre qui n'est candidat à aucune autre fonction qu'à la présidence de la République. Alors vous dites, c'est à prendre ou à laisser, c'est moi ou le chaos. Pas par présomption, mais simplement parce que je pense que je suis aujourd'hui le seul à avoir tiré tous les enseignements de nos échecs collectifs sur le chômage. Que je suis le seul à proposer un programme de transformation de la société française qui peut nous permettre d'atteindre le plein emploi. Ouais. Et que je suis le seul à avoir une méthode à peine 1 an des élections présidentielles, il serait temps que les autres en aient une, qui peut permettre le changement radical dans un délai suffisamment court pour redonner de l'espoir à notre pays. Mais alors pourquoi vous donnez cette impression de préparer la retraite ou le retrait? Je ne prépare aucune retraite, je dis simplement que je suis un candidat libre, que je n'aspire à aucune autre fonction, que je ne m'associerai à aucun autre candidat et que je ne joue pas pour me placer, que je joue parce que je pense que le message que je porte est le seul qui peut permettre de redresser le pays. Est-ce que ce matin, alors que vous êtes un peu, comme disait Nicolas Canteloup, toute la presse devancée nettement par Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, vous pensez que vous pouvez encore gagner, vous? D'abord, je ne sais pas où vous avez vu que j'étais devancé par Nicolas Sarkozy, enfin ça dépend des sondages, mais surtout Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas vous faire insulte que dire que vous êtes autour de cette table celui qui a la plus longue expérience de l'observation de la vie politique. Vous en avez vu combien des favoris s'effondrer? Souvenez-vous de Philippe Séguin disant circuler, il n'y a rien à voir, n'allez pas voter, ils ont décidé à votre place. Eh bien, vous allez voir, les favoris, comme d'habitude, ne seront pas au premier rang à l'élection parce que c'est les Français qui votent, c'est pas les médias, c'est pas les instituts de sondage, c'est pas les observateurs. C'est vrai qu'en ce moment, Nicolas Sarkozy perd beaucoup de terrain. Et selon un sondage ELAB, ce matin, pour 7 Français sur 10, il est un handicap pour la droite et il est avant tout animé par un esprit de revanche. Est-ce que vous faites partie des 7 ou des 3%? Je me situe pas du tout par rapport à Nicolas Sarkozy, je me situe par rapport à un projet politique que je défends. Alors, lundi, Nicolas Sarkozy, vous le savez aussi bien que nous, il va publier un livre, je pense qu'il ne vous l'a pas donné à lire, il l'a donné à personne, qui va présenter à la fois ses réussites et ses erreurs, et son autocritique. Nicolas Sarkozy, son autocritique. Dans les réussites et les échecs, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez votre part ? Parce qu'il est difficile, même aujourd'hui, de vous dissocier. D'abord, non seulement j'ai ma part, mais ce livre, je l'ai écrit, le mien, je veux dire, et j'ai fait dedans mon autocritique, le premier. Et d'ailleurs, je l'ai fait depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que j'explique ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, et que je tire les enseignements de nos échecs ou de nos demi-réussites. Et on me l'a beaucoup reproché, Nicolas Sarkozy le premier. Il paraît qu'il ne fallait pas faire l'inventaire. Que faire l'inventaire, c'était trahir la majorité à laquelle on avait appartenu. Donc c'est moi qui avais raison et je m'en réjouis et je lirai son livre avec beaucoup d'intérêt. Et est-ce que vous pensez que la plupart des ministres, enfin, ou des candidats à la primaire sont anciens ministres de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'ils devraient passer eux aussi par une sorte de mea culpa, eux qui ont été disciplinés, sages et jamais rebelles? Écoutez, c'est à eux de décider, je leur donne pas de conseils, mais enfin, moi j'ai appris de mes parents qu'on pouvait faire des erreurs à condition d'en tirer des conséquences et de ne pas les répéter. C'est un conseil que je m'applique à moi-même et que je leur conseille de suivre aussi. Qu'est-ce qui vous manque pour convaincre ? Pourquoi ça ne marche pas davantage? Il n'y a pas eu d'élection, Jean-Pierre Elkabbach. Vous êtes toujours avec vos sondages et vos, Moi, je me fous des sondages, et vos modes de l'opinion. Bah non, mais alors si vous vous moquez des sondages, il faut attendre les élections. Ce qui compte, c'est d'être vivant le jour de la primaire, c'est-à-dire au moment où des millions de Français vont devoir choisir le programme. Ils verront qu'il n'y en a qu'un seul qui a un vrai projet de transformation de la société. Je veux bien que les autres essayent d'accélérer pour me rattraper. Ils ont beaucoup de retard et surtout, je crois qu'ils n'ont pas fait l'autocritique suffisante pour pouvoir bâtir un projet qui soit un projet de transformation radicale. Vous nous dites ici que vous pouvez gagner. Dernière remarque. Non seulement je peux, mais j'en suis convaincu. 3 syndicats de la FNAC étaient d'accord pour le travail du dimanche, avec des contreparties avantageuses. L'accord est bloqué parce que 3 autres syndicats, avec leurs 50% de représentativité, s'y opposent. CGT, Force ouvrière, Sud. Qu'est-ce qu'on fait pour contourner? Ça montre 2 choses. Ça montre que la grande loi Macron n'a pas servi à grand-chose finalement, puisque c'était elle qui devait libéraliser le travail
travail du dimanche. Et ça montre qu'il faut que les salariés puissent s'exprimer lorsqu'il y a un blocage syndical. C'est pour ça que je propose que le référendum ne soit plus un référendum indicatif avant la négociation, mais que ce soit un référendum qui permette de trancher lorsque la négociation n'aboutit pas. Merci d'être venu. Merci beaucoup François Fillon d'être venu.